Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma en compagnie de Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Alors, votre cueillette. Alors justement, quand vous dites « nous filons au cinéma », il s'avère que parfois, il vaut mieux ne pas y filer, si vous voulez. Ou alors on y va et ensuite, effectivement, on file par la porte de derrière. Chez le pâtissier à côté. Chez le pâtissier à côté, quand il est encore ouvert, parce que moi-même, je vais au cinéma le soir. Oui, et évidemment, sûr. à 22h30, le pâtissier est souvent fermé. Bien sûr. Et j'imagine que pour ceux de nos téléspectateurs qui sont en province, c'est encore pire. Au resto. Donc, toujours est-il que quelques films sont sortis cette semaine. Alors, notamment parmi la cueillette, il y a un film français qui me semble assez intéressant, qui est un film d'espionnage qui s'appelle La mécanique de l'ombre. Oui. Alors, La mécanique de l'ombre, c'est un film avec François Cluzet, qui joue un brave comptable un peu névrosé, qui un jour, par le biais d'une de ses connaissances d'école, se trouve confronté à un type un petit peu étonnant qui lui propose un job. Et son job, c'est d'aller tous les jours dans un appartement où il n'y a rien et de retranscrire des bandes à la machine à écrire, puis de les détruire et de lui donner à ce type, dont il ne connaît absolument pas le nom, le contenu de ces bandes. Un travail quand même bien payé, donc il accepte. Et en écoutant les premières bandes, il s'aperçoit qu'en fait, il participe à une dynamique d'espionnage qui vise manifestement le Premier ministre. On est évidemment en pleine campagne présidentielle, avec des allusions très claires à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, notamment dans l'affiche de campagne du candidat, et on voit qu'il y a toute une série de financements occultes de la campagne, et que donc notre monsieur Pignon, pour prendre le nom d'un personnage qui aurait pu être dans un film un peu plus comique, notre monsieur Pignon va se trouver au milieu d'un complot. Manifestement, il ne travaille pas vraiment pour les gentils. Et donc, en gros, il va finir par se rendre compte qu'il ne travaille vraiment pas pour les gentils, surtout le jour où, en écoutant une des bandes, qui est le moment où un maître chanteur essaye de négocier son silence, le maître chanteur dit une seconde et tout à coup, un grand bruit et plus rien. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Et bref, la police va se mettre en action et ce monsieur Pignon va devenir une sorte d'agent double qui donc va devoir choisir entre sa vie, sa sécurité, faire confiance à ses amis ou pas. Donc c'est vraiment un film d'espionnage à la française qui rappelle un petit peu les Nikita d'autrefois, mais enfin avec une démarche un peu moins quilleuse. Il y a beaucoup d'allusions à la vie politique évidemment en général et quelques allusions à certains films du passé, notamment le Premier ministre, en l'occurrence ou en tout cas le candidat qui semble être celui promis à la victoire, s'appelle, si ma mémoire est bonne, Chalençon. Alors, ceux qui ont la bonne mémoire des films anciens se souviennent du président avec Jean Gabin, et en fait, dans le président, le Premier ministre s'appelle aussi Chalençon à un moment, ou le président du Conseil, enfin en tout cas un des hommes politiques clés. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est pour donner un titre un petit peu idiot ou un nom un peu franchouillard aux gens. En tout cas, ça n'est pas si mal que ça n'est clairement pas un grand film, mais ça n'est pas si mal que ça. François Cluzet est souvent bon. François Cluzet est souvent très très bon, bien sûr. Et en l'occurrence... Et vous avez vu aussi Dalida, là... Voilà, donc qui est évidemment un film dans lequel on peut emmener tous ses enfants, ses petits-enfants. Non, je crois justement pas. Non, c'était une boutade évidemment, pour leur montrer un peu comment faire carrière. Puisque donc Dalida, c'est comme son nom l'indique, le biopic, c'est-à-dire l'histoire biographique au cinéma de cette chanteuse qui est évidemment une icône des années 70 voire 80. Et qui, à vrai dire, me laisse un petit peu de marbre. C'est-à-dire que Dalida, aujourd'hui, c'est pas votre genre de femme. Au-delà de ça, je pense qu'elle a vraiment fait une carrière qui s'inscrit dans une époque et qui, en cela, est assez remarquable. Mais néanmoins, c'est très difficile de la transposer à notre époque, puisque ça n'était quand même pas une grande chanteuse. Elle a simplement été une sorte, un peu comme Sheila, l'incarnation d'une époque, avec sa sensualité...
La personnalité ne ressort pas très très grande. C'est une personnalité troublante qui a ses bons et ses mauvais côtés, mais en même temps... Elle passe d'homme en homme et ça ne lui réussit pas. Et on est un peu de drame en drame. De drame en drame, mais comme beaucoup d'autres personnes de son époque, en fait. Vous savez, souvenez-vous de Michel Foucault, d'Yves Saint-Laurent, de Thierry Leluron, qui ont eu des vies assez tragiques et qui, eux aussi, passaient d'homme en homme, si j'ose dire, dans des conditions parfois... assez étonnante. Donc, toujours est-il que voilà, c'est un film qui nous replonge un peu à l'époque bénie de Dalida, mais pour moi, si vous voulez, ça n'est pas un grand film. C'est plus un film anecdotique. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Alors, il y a un autre film dont nous pouvons parler, c'est La Grande Muraille. Alors, La Grande Muraille, c'est évidemment La Grande Muraille de Chine. Alors, ça n'est absolument pas un film géographique, ni un film historique. Et là, notre régie va hurler, parce que pour nos téléspectateurs, Thomas, qui s'occupe de produire, est passionné par ce film et le trouve formidable. C'est lui qu'on aurait dû faire venir aujourd'hui en plateau. Bon, pour moi, c'est mauvais. En fait, c'est une histoire de monstre, hein, puisque, en fait, on suit l'histoire d'un type qui est un mercenaire européen, qui était emprisonné en Chine sans qu'on sache, il faut dire tellement pourquoi. Et il s'avère que la Grande Muraille de Chine, qui est donc la dernière défense de l'humanité contre le mal, va être attaquée non pas par des Japonais ou par d'autres peuplades, mais par des monstres. Avouez que c'est quand même du jamais vu dans le cinéma d'animation ou fantastique. Et donc cet homme-là va réussir à catalyser les armées chinoises. Donc on se demande un peu comment ça peut se passer que cet Européen blanc soit là comme une sorte de général qui va commander les armées chinoises. Oui, attendu par les Chinois, oui. Mais enfin, c'est peu probable. Et donc c'est un film évidemment à gros budget où les Chinois vont réussir à buter les méchants qui sont des monstres. Oui, mais c'est peut-être parce que vous êtes trop vieux déjà, Maxime. Je suis peut-être déjà périmé. Ça marchait très très bien. Alors ça marche très très bien, oui, c'est vraiment un film à grand succès, il y a des batailles, c'est épique, etc., etc. Bon, pour moi qui suis historien, si vous voulez, c'est un peu comme... C'est complètement improbable. C'est plus qu'improbable, enfin, c'est à peu près autant de vertus historiques que Assassin's Creed, si vous voulez. Bon. Un film très bon, les vacances vont bientôt arriver pour les enfants. En famille, c'est Ballerina. Ballerina, avec beaucoup de finesse, une bonne réalité, le travail acharné des petites ballerines, des petits rats d'opéra, un dessin joli, un cinéma français, un studio d'animation français. Donc, il faut y aller voir Ballerina. Et puis, je tiens à vous faire part d'une découverte. Le studio de théâtre Asnières, dirigé par Hervé van der Meulen, que j'ai écouté hier soir dans une version merveilleuse du Songe d'une nuit d'été en français. C'était une merveille de jeu, ce sont des très jeunes comédiens, une merveille de mise en scène, une merveille de traduction, puisque vous le savez, la pièce de Shakespeare, quand on regarde le film de Kenneth Branagh, c'est compliqué parce qu'il y a une richesse d'images et puis il y a les sous-titres en français et le texte en anglais. Et là, vous êtes plus au calme puisque les personnages parlent en français et on s'aperçoit qu'on perd beaucoup avec la traduction, parce que ça va très vite. Et là, c'est un feu d'artifice de jeu de mots, d'intelligence, d'esprit. Et donc, c'est vraiment très fort. Ce studio Asnières a aussi un centre d'apprentissage d'acteurs. Et il donne ce spectacle un peu partout dans la région parisienne. Donc, et ils vont donner le dialogue j'ai vu aussi, par le même metteur en scène, le dialogue des Carmélites au Théâtre Montansier. Et c'était absolument fantastique d'intelligence, de mise en scène et de respect de l'œuvre. Et par les temps qui courent, si vous voulez. Rare. Voilà. Donc, souvenez-vous, Studio Asnières, prenez vos adresses, prenez votre Internet et regardez où M. van der Meulen joue un spectacle et allez le voir, vous en serez extrêmement heureux. Est-ce que vous me permettez de finir avec un ancien film? Oui. Ma chère Anne, comme nous en avons pris l'habitude. Oui. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est Le Président, avec Jean Gabin. Oui. Donc un film des années
60, oui. J'ai oublié la date, donc il se passe à la fin de la 4e République, et Jean Gabin joue un président du Conseil en retraite, qui vit reclus dans sa maison de campagne. Et viennent le voir un certain nombre de personnages. En fait, tout le monde attend plus ou moins qu'il meure. Les journalistes sont devant chez lui tous les jours. Et on entend, il suit la radio en écrivant ses mémoires, on entend qu'une énième crise gouvernementale va permettre l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Et un type vient le voir, justement pour échanger avec lui, qui est un de ses anciens collaborateurs. Et donc, un échange va se produire qui va nous entraîner dans une série de flashbacks où en fait, on va voir donc cet homme qui est Jean Gabin, qui joue donc le président du Conseil, là, en titre, quelques années plus tôt, et qui essaye de redresser la France et qui se trouve confronté à un parlementarisme absolument affligeant, dont il dénonce absolument les connivences avec tout, et notamment avec la banque, avec l'industrie, avec tous les lobbies. Le parlementarisme est toujours en connivence. Il est toujours en connivence. Et alors, il y a un certain nombre de scènes dans ce film qui sont absolument cultes, puisque évidemment, lui incarne ce grand homme, ce politique qui est au-dessus de la mêlée, qui est dégagé, qui n'est pas intéressé. Et parmi les grands moments, il y a celui où un de ses anciens copains d'enfance vient le voir et lui dit « Mais enfin, tu ne me reconnais pas, mais tu peux tout !» Et Jean Gabin lui répond « Monsieur, ce n'est pas parce que je ne peux tout que je peux tout me permettre. » Première phrase. La classe. Ensuite, une autre où un type donc vient le voir et lui dit « Mais monsieur, je suis au pouvoir. » Il lui répond « Vous n'êtes pas au pouvoir, monsieur, vous êtes au gouvernement. » Voilà. Et enfin, donc en fait, le type qui vient le voir, on le devine, a été son collaborateur et a vendu un certain nombre de secrets à sa belle famille, qui est une famille de banquiers richissimes. Et donc, il souhaite évidemment prendre la tête du gouvernement en essayant de faire en sorte que ce passage un petit peu délicat ne figure pas dans les mémoires du grand homme. Et la scène peut-être cultissime de ce film, c'est une scène qui se passe à l'Assemblée nationale quand Jean Gabin, donc, qui joue ce président du Conseil, sait qu'il a perdu et qu'il n'a plus le soutien. Et il commence à égrener la liste des députés par ordre alphabétique en nommant les qualités des uns et des autres. Administrateur de telle société, président de tel syndicat, jusqu'au moment où l'un lui dit « Mais moi, monsieur, je n'ai rien. » Et il lui dit « Certes, vous n'avez rien, mais votre femme est la fille de tel banquier, etc. etc. » Et donc, évidemment, ça ne dure pas 1h30, c'est une scène qui doit durer 5 ou 6 minutes, mais qui est une scène d'une grande force, d'une très grande puissance, parce qu'en fait, c'est simplement Jean Gabin qui parle face à une foule un peu révoltée, mais d'une très grande puissance et qui est surtout révélatrice de tous les travers de la vie politique française. Donc, c'est un acte, si vous voulez, d'une suprême grandeur, en même temps d'abandon de l'homme qui sait qu'il a tout perdu. C'est très alléchant. C'est sur les écrans ou c'est en DVD? Évidemment plus sur les écrans. En DVD. On l'achète en avoir. DVD. Oui. C'est un film en noir et blanc. Très bien. Ce qui en soit est une bonne chose. Et c'est vraiment un film d'une grandeur politique extraordinaire. Ça s'appelle Le Président. Très bien. Donc, vous voyez, amis de TV Liberté, vous pouvez tous vous procurer ce DVD parce qu'on m'a fait une petite remarque. On m'a dit que promouvoir à TV Liberté un film qui se passait dans une toute petite rue du 5e arrondissement, c'était un peu restrictif. Alors, certains passent aussi dans les faubourgs de Niort, vous savez, quand on aime, on voyage. Donc là, c'est un DVD. Donc nous pouvons tous le regarder et c'est en effet... Absolument. Et c'est surtout un film qu'on peut acheter en DVD parce qu'on pourra le voir, le revoir, le passer à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis. C'est donc un bon investissement. Très bien, merci beaucoup pour ces bons conseils. Maxime, ami de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis donc je suis », j'ai invité l'auteur d'un très joli livre sur un sujet grave. Bonjour François Billot de Lochner. Bonjour Anne Brassier. Ce roman, parce que c'est un roman, c'est votre premier roman? C'est mon second. Votre second? C'est mon second roman. J'avais fait un essai politique qui était un roman il y a quelques années. Très très bien. Alors,
Les parfums du château, vous le voyez, chers amis, sur l'écran, qui est publié dans cette belle maison d'édition qui est Terre Amar, de notre ami Grégoire Boucher. Vous avez une activité d'auteur très importante, puisque nous en sommes au 8e livre. Exactement. Et ce sont des livres qui sont, à chaque fois, j'ai envie de dire, des cris d'alerte. Oui. Vous n'êtes pas un homme politique, vous observez la société et vous lancez des alertes. C'est ça, absolument. En travaillant notamment par le biais de la Fondation de services politiques, en essayant de secouer également le milieu politique sans en être... C'est vous qui l'avez créée, cette fondation? Non. J'en ai repris la présidence il y a quelques années. Elle a été créée il y a une vingtaine d'années et c'est la Fondation de services politiques et Liberté politique sont des lanceurs d'alerte, si vous voulez, depuis 20 ans. Bien sûr. Et donc ça m'a paru intéressant effectivement de m'investir dans cette fondation parce que c'est un outil qui permet effectivement de secouer et notamment ce livre sur la pornographie secoue, j'espère, secourra un petit peu la classe politique. Alors, oui, je ne sais pas si les hommes politiques liront ce livre, mais ce que je pense, c'est que c'est tout un chacun. Chacun d'entre nous devrait le lire, parce que c'est un livre choc, c'est un livre... c'est un livre choc, mais c'est surtout aussi un très joli livre, parce qu'il nous permet de comprendre comment on peut lutter contre ce drame que vous révélez, que nous connaissons, qui est celui de la pornographie. Comment vous est venue l'idée de traiter ce sujet? Écoutez, moi j'ai voulu lancer un double cri. Un cri de fureur, de colère, de violence contre ce monde complètement envahi par le tsunami pornographique qui ravage tout. Qui ravage les valeurs morales, qui ravage la jeunesse, qui ravage la vieillesse, qui ravage tout le monde. Parce que tout le monde est touché par le drame de la pornographie dans le monde entier. C'est un drame absolu. Et personne n'en parle. En fait, personne n'en parle parce que, soi-disant, il s'agit d'un comportement privé. Absolument pas. C'est un comportement public, puisque Internet, par exemple, est un outil public. Et donc, Internet, les abribus, voilà, la publicité, le métro. Exactement, partout. Les radios. Bon, les radios jeunes qui sont d'ignobles, qui diffusent à longueur de soirée d'ignobles messages pornographiques. Oui. Donc, c'est un drame mondial. Donc, c'est un cri de fureur contre ce monde pornocratique, avec des pornosophes qui essayent de justifier la pornographie, des pornocrates qui ont ce pouvoir pornographique, avec à la clé, évidemment, un gigantesque marché mondial. Donc, c'est un cri de révolte parce que ça détruit véritablement le monde entier, puisque ça détruit l'individu. Mais c'est aussi un cri d'amour. C'est un vrai cri d'amour. C'est un cri, je dirais, j'ai une immense admiration pour une jeunesse qui, dans un contexte absolument dramatique, est exceptionnelle par sa façon de lutter contre ce tsunami pornographique, par cette espèce de droiture personnelle, par ce rayonnement que l'on voit dans les rues, par ces mères de famille nombreuses qui sont parfaitement droites, pures, intellectuellement, moralement, corporellement, et puis aussi par cette jeunesse de tous les âges, parce que, évidemment, quand je parle de jeunesse, c'est la jeunesse de tous les âges, parce qu'on a vraiment la jeunesse de ses artères, en réalité. Et la jeunesse est un état d'esprit. J'aime beaucoup, voilà. La jeunesse est un état d'esprit. C'est ce que j'ai mis en couverture. La jeunesse est un état d'esprit. Et quand je vois des arrière-grand-mères de 80 ans, j'ai une folle admiration pour elles. Et j'avais envie, si vous voulez, de valoriser tous ces gens, hommes ou femmes, complètement ostracisés par la société, méprisés, considérés comme des gens d'un autre temps. Comme des lapins. Comme des lapins. Lâchons le mot. Lâchons le mot. Comme des lapins qui vivent dans leur monde. Y compris par le pape. Y compris par le pape, qui vivent soi-disant dans leur monde, alors qu'ils vivent dans le monde, le vrai monde. Le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est. Et non pas ce monde, ce faux monde dans lequel effectivement se complaît une grande partie des populations mondiales, qui est ce monde notamment de la pornographie. Donc la pornographie, c'est un drame mondial qui est pour moi un des drames les plus importants probablement depuis le début de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, il faut être très clair,
jamais dans l'histoire du monde, on a eu la possibilité de détruire l'individu jusque dans sa chambre et jusque dans la poche de sa chemise, puisque, notamment par le téléphone portable, chacun, à tout moment, peut se repaître de films pornographiques. C'est unique dans l'histoire du monde. Nous vivons un moment unique et la globalité de la population, alors pas 100%, mais est persuadée que tout ça est tout à fait normal et c'est simplement totalement destructeur. On vit le temps des addictions, parce qu'il y a l'addiction à la pornographie, mais il y a aussi l'addiction à la drogue. Oui, alors... Les deux étant d'ailleurs... complètement liés. Et alors là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'addiction à la pornographie... c'est une addiction. Pour les spécialistes, l'addiction à la pornographie a une mesure simple, c'est, vous allez tomber des nues, c'est 5 heures et plus de vision de films pornographiques par jour, 5 heures et plus. Ça veut dire que sur les grosso modo 14 heures de vie, j'allais dire normale, qui n'est pas une vie dans le sommeil, un tiers du temps est passé à regarder des films pornographiques. Ça veut dire, enfin des films ou des revues ou des livres. Et quel pourcentage de population ça touche? Alors c'est ça qui est dramatique, c'est que dans la tranche 15-25 ans, ce serait 20%. Dont la moitié de filles, ce qui est nouveau. Parce que avant, jusqu'à il y a quelques années, la pornographie, c'était vraiment, malheureusement, une affaire d'hommes. Bon. Maintenant, c'est aussi une affaire de femmes. Il y a une addiction, notamment des jeunes femmes à la pornographie qui se développe considérablement. Donc, on est en train de tuer l'image de la femme par la femme elle-même, qui elle-même rentre dans le processus. Comme il faut que la femme soit un homme comme les autres, il faut qu'elle ait les mêmes addictions. Exactement. Sinon, ça serait inégal, et injuste. Et l'addiction est absolument dramatique parce qu'on n'a pas le temps évidemment de développer tous les sujets, mais il y a des conséquences physiques extrêmement graves. En fait, il est pratiquement démontré que le cerveau est profondément atteint par l'addiction à la pornographie, exactement comme la drogue. Oui, ça change en fait le cerveau, ça le transforme, ça rend l'individu complètement compulsif, émotif. J'imagine que, sans rentrer dans les détails, il y a une partie du cerveau qui prend la place de l'autre. Mais oui, exactement. Le cerveau reptilien et l'autre. Exactement. Le cerveau reptilien se développe. Et oui, et alors sur la pornographie, il y a un phénomène extrêmement dramatique et évidemment très attristant, c'est que l'addiction à la pornographie se mesure aussi par le nombre de clics, c'est-à-dire que le garçon ou la fille qui regarde la pornographie à haute dose clique tout le temps pour changer, pour aller vers de plus en plus de violence, de plus en plus de cochonneries. Et les sites, notamment, sont incroyablement bien faits parce que ça démarre souvent de façon très soft. Et puis, en fait, par quelques clics complémentaires, on tombe dans l'horreur. On tombe sur des choses où on voit une femme massacrée par 6 hommes. Enfin, on tombe dans des choses abominables. Et le problème, c'est que ça crée un comportement d'une extrême violence chez les gens. Et non pas seulement chez ceux qui sont dans l'addiction, chez, objectivement, tout le monde. Et je reviens à mon livre, si vous voulez, justement, l'autre planète, c'est ce monde équilibré. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, en fait, qui s'appelle Clotilde. Alors, un petit clin d'œil sur le prénom. Clotilde, c'est pas du tout un prénom neutre. Je rappelle aux téléspectateurs... Pardon ? C'est la femme de Clovis. C'est la femme de Clovis. Et le jour de la bataille de Tolbiac, qui a été quand même le démarrage des racines chrétiennes de la France, tout de même, cette bataille de Tolbiac, Clotilde était dans un château, le château de Kaltenbach, sur la commune de Neubois, et elle a prié pendant toute la bataille pour que le Seigneur accorde la victoire à Clovis. Et c'est donc l'acte fondateur des racines chrétiennes. Donc Clotilde, pour moi, c'est un prénom merveilleux. Je connais des Clotildes, j'ai énormément de respect, d'amitié pour elle, parce que effectivement, le prénom Clotilde est très riche de signification. Et donc, ça n'est pas un prénom pris au hasard. Et cette jeune femme, voilà, c'est l'inverse de tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire qu'elle, c'est une femme de bien. Voilà, elle cherche le bien, le beau, le vrai, dans une famille qui est dans le même état d'esprit. Et voilà, donc c'est cette histoire. Alors, c'est une famille qui vit dans le beau. C'est une famille qui vit dans un joli endroit. Et les enfants pratiquent de la musique. Clotilde joue du piano merveilleusement. Et c'est une famille, papa et maman sont là.
ils arrivent même quelquefois à déjeuner en semaine, ce qu'il faut quand même bien le dire, très exceptionnel. Absolument. Et cette jeune fille, Clotilde, va rencontrer sur la place du château un orchestre braillant, et elle fait la connaissance de Jo le ferrailleur. Absolument. Et un type de Versailles, donc. Et il se parle, et il lui demande comment est-ce que tu trouves ça, et elle répond tranquillement, archi nul. Choc pour les trois gamins. Bah oui, les trois gamins qui pensaient que c'était une musique merveilleuse, enfin. Choc pour les... Alors d'abord le discours de vérité. On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas à un type qui tape de travers et pas en rythme sur une calebasse, sur un tambour, que c'est bon. On lui dit la vérité. C'est d'abord ça, le langage de vérité. Oui. Et alors, d'ailleurs, c'est un livre dans lequel le langage de vérité est permanent. Et d'ailleurs, avec un personnage très drôle qui exagère la vérité. Oui, mais ce que vous dites est important. Et la vérité, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que le garçon, qui effectivement est exactement, apparemment, pas tant que ça finalement, l'inverse de Clotilde, ce garçon, lui, est persuadé d'être dans la vérité, donc il dit lui aussi les choses extrêmement simples. Et puis il s'aperçoit que finalement, il se passe quelque chose. Et est-ce que vraiment il n'est pas en train de se tromper et donc c'est toute cette histoire, cette relation qui se crée entre ces deux êtres voilà. Et alors on ne peut pas raconter toute l'histoire. Non, on ne raconte pas. Mais c'est le choc d'une personnalité absolument lumineuse. Elle est apollinienne. Et qui existe. Elle est apollinienne. Oui, elle est apollinienne. Oui, elle existe. J'en ai connu plein. Moi aussi. Et notamment, comme vous dites, parmi les chefs scouts, des filles qui entre 15 et 20 ans se dévouent le week-end pour aller se geler, pardonnez-moi l'expression, se geler les bouts des doigts pour promener des gamins, pour qu'ils fassent autre chose que rester à la maison. C'est quand même extraordinaire. Ce que vous dites là, quand on y réfléchit, je pense dans le temps actuel, c'est de l'héroïsme et de la sainteté. Ces filles et ces garçons qui s'occupent par exemple de louveteaux ou de scouts, ce sont pour moi les héros et les saints du XXIe siècle. Absolument. Parce qu'en plus de ça, soyons clairs, ils sont complètement ostracisés. Ils entendent des réflexions quand ils vont se promener avec leur petite troupe, etc. Et eux sont droits dans leurs bottes, ils s'en fichent complètement. Vous citez même un imbécile qui dit « Oh, c'est une famille qui livre leurs enfants à des valeurs extrémistes, quelle horreur !» Les valeurs extrémistes. Des valeurs extrémistes, oui. Faire promener des jeunes garçons et les faire jouer au ballon le dimanche après-midi dans le froid, ce sont des valeurs extrémistes. C'est ça qui est absolument effrayant. Oui. Alors, c'est le choc donc entre quelqu'un de profondément heureux, mais de profondément généreux, qui estime qu'elle doit témoigner. Elle doit témoigner de ce qu'elle vit, c'est-à-dire le beau, le vrai et le bien. Exactement. Et tant sur ce jeune garçon qui, lui, est quand même pas bien dans ses baskets. Hein. Il est malheureux, sa famille ne sait plus par quelle boule prendre, il ne sort pas de sa chambre, il n'assiste même pas au repas. Enfin, le cas grave de l'adolescent bien tassé, parce qu'il a quoi, 16 ans, 17 ans Non, il a un petit peu plus. Il 18, il est étudiant, il a 21 ans. Oui, donc c'est ça. Oui. Donc c'est le cas qu'on connaît pas mal. Il ne suit pas ses études. Et les deux copains, ils ont quitté la fac, enfin, ils ne font rien. Ils ne pensent qu'à leur orchestre. Ils ne font rien. À leur orchestre. Ils vivent pour leur soirée orchestrale. Qui, encore une fois, si c'était un bon orchestre, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'ensemble de Bach à Mannheim. Avec une vie dépravée, évidemment. Avec une vie, ils passent tous les trois leur temps sur leur petite télé portative, c'est-à-dire le portable. Voilà, à regarder des choses pornographiques, c'est leur raison d'être, leur orchestre et le porno. Et ça, c'est très, très réaliste. Il y a beaucoup de gens, alors tout le monde n'a pas son orchestre, mais ça, c'est une jeunesse qui est objectivement une jeunesse existante
En grand nombre. Ah oui, en grand nombre. Ça, c'est sûr. Alors, la première scène est très drôle parce que votre héroïne, Clotilde, adore faire de la bicyclette dans le parc de Versailles, et elle a bien raison. Elle a une passion pour ce parc, elle a une passion pour sa ville, qui est en effet très belle, et donc là, il y a une scène d'une insolence crasse. Racontez-la nous, s'il vous plaît, François Billot. Ben, donc elle fait le tour du canal et puis elle voit un épouvantable morceau de ferraille au pied du Trianon. Donc interloquée, elle s'approche. Elle se souvient d'une discussion avec ses parents au cours duquel ses parents avaient dit que le parc était recouvert d'une œuvre soi-disant artistique d'un artiste complètement inconnu qui mettait des bouts de ferraille un peu partout. Donc elle voit la ferraille de loin, elle se rend compte que c'est soi-disant une œuvre d'art, donc elle tourne autour, elle pose sa bicyclette, elle tourne autour de l'œuvre d'art et elle s'aperçoit qu'au pied de l'œuvre d'art, il y a une énorme plaque en fonte qui explique qu'il s'agit d'une œuvre d'art exceptionnelle, d'un très très grand artiste contemporain, etc. Et donc elle s'arrête, elle regarde le parc, elle regarde la beauté du Trianon, les couleurs magnifiques du soir, etc. Et puis tranquillement, elle prend la plaque qui est extrêmement lourde et elle s'approche du canal et elle la jette dans l'eau. Et évidemment, il y a des gens complètement interloqués qui l'interpellent. Mais qu'est-ce que vous avez jeté? Le gardien. Et là, voilà, et elle dit tout simplement, ah, non, mais vous savez, le parc est ouvert aux artistes d'art contemporain. J'en suis une. Je viens de faire une œuvre artistique. Une œuvre artistique splendide. C'était l'écume du jour, etc. Et cette anecdote est vraie. Ah oui, non, c'est pas vrai. Je vous donne ma parole d'honneur que cette anecdote est authentique. Et d'ailleurs, je lance un vibrant appel au directeur du château. La plaque va toujours être dans le canal, à l'angle, et donc l'histoire est complètement vraie. Et voilà. D'ailleurs, ce roman, c'est un roman, hein, donc il ne faut pas que les gens cherchent des liaisons avec telle famille, telle situation, etc. Non. Mais énormément d'anecdotes sont authentiques. Et j'ai pris un soin méticuleux quand les anecdotes étaient authentiques. Alors évidemment, j'ai arrangé le temps, le lieu, etc. Mais l'anecdote elle-même, en général, correspond vraiment à la vérité, à la réalité. Vous êtes très fort parce que ce roman est d'une grande émotion, vraiment. J'étais en larmes à la je suis désolé d'avoir fait pleurer. Centième page. Oui, ça m'a abîmé le teint, mais tant pis, ce sont les risques du métier. C'est un livre extrêmement émouvant, c'est un livre extrêmement fort, qui montre que la bataille est possible. D'ailleurs, politiquement, vous le dites très clairement, si on demandait, si on poursuivait en justice tous ces fournisseurs de programmes débiles, on assécherait les médias. Ah ben absolument, c'est un véritable scandale, oui. C'est une honte et je pense que dans l'histoire, les historiens seront extrêmement durs sur ce genre de sujet parce qu'il y a un code pénal, il y a tout l'arsenal permettant de réprimer les pornocrates et les pornosophes, et il y a une volonté de mettre ce code pénal dans la poubelle qui est absolument ahurissante. Bon, il y a des intérêts financiers considérables, non? Gigantesques. Ouais. Je vous rappelle, Anne Brassier, qu'un ancien président de la République, qui vient de se faire éjecter de la vie politique d'ailleurs, était un très grand ami du patron, alors je ne sais plus si c'est Skyrock ou Fun Radio, j'ai un doute, le dit patron de cette radio ignoble, étant au pénal, puisqu'il ne se contentait pas de diffuser des messages pornographiques le soir pour toute la jeunesse, ce sont des radios écoutées par des millions de jeunes, mais en plus de ça, il était important quand même que dans les locaux de la radio, il y ait une douche, que des jeunes filles passent dans la douche et il massacrait les jeunes filles en leur tapant dessus. Non seulement il ne se contentait même pas, j'allais dire, d'actes abominables, mais en plus il fallait les frapper. Et enfin, quand même, quelques-unes ont porté plainte et le procès n'aura probablement jamais lieu parce qu'on a fait comprendre que tout ça n'était pas essentiel. Ah, le procès n'aura pas lieu? Bon, écoutez, on en parle depuis des années, je ne sais pas, alors pour être très honnête, je ne sais pas où ça en est, mais c'est absolument honteux. Oui, parce qu'en fait, il faut bien dire que ce n'est pas uniquement une question de morale, on pourrait être détenant d'une vieille morale complètement dépassée. Non, le problème c'est que ça débouche toujours sur des actions criminelles. Alors voilà, alors ça, je vous remercie de souligner ce point-là, parce que l'histoire du comportement individuel qui résulte de la vie privée, c'est un mensonge absolu.
Regardez, ça déborde toujours sur la vie sociale. Mais regardez l'histoire de Cologne. Avec ces femmes, ce millier de femmes, ou plus d'ailleurs probablement, qui ont été agressées sexuellement. Mais il a été prouvé, ça a été dit par des journalistes qui ont enquêté, qu'en réalité, les musulmans, enfin les populations immigrées musulmanes à une immense majorité, s'étaient abreuvées de matériaux pornographiques avant. Ah, c'est ça. Ils s'étaient excités par ça. Ah, c'est ça. D'ailleurs, regardez, puisqu'on parle, je parle des musulmans, c'est très intéressant de voir que chez les musulmans assez fanatiques, quand ils critiquent violemment la France et l'Occident. C'est ça qu'ils disent. Ils disent toujours, regardez, de toutes les façons, ce sont des nations pornographiques, avec des femmes ignobles. Donc, en fait, ils rentrent complètement dans ce discours. Bon, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'eux-mêmes, sur tous ces sujets-là... sont des grands consommateurs. Sont des grands consommateurs. Donc, halte au feu, s'il vous plaît. Mais c'est intéressant qu'ils le disent, parce qu'il faut en tirer les conclusions. On voit bien que la pornographie, c'est quelque chose... Il pourrait dire autre chose. Il pourrait dire, tous ces Français qui roulent dans des voitures de luxe, pas du tout. Ils s'en fichent complètement. Ce qui compte, c'est que les femmes sont en fait des outils pornographiques et que la société est ignoble. Absolument. Donc on est sur un drame mondial. Absolument. Et vous signalez que la vision d'un film pornographique pour un enfant de moins de 10 ans correspond à un viol. Oui. Et le nombre d'enfants qui voient des films pornographiques avant 10 ans est très important. Bah, c'est pratiquement, en tous les cas, à l'âge de 10 ans, c'est pratiquement 90%. C'est absolument effrayant. Vous savez, j'ai des témoignages depuis quelques... Alors là, c'est au titre de la Fondation de services politiques, parce qu'on a ouvert ce débat sur la pornographie depuis un certain temps, dans d'ailleurs les mesures que nous proposons à chaque fois aux candidats, etc., à la présidence ou aux législatives. On leur dit il faut lutter contre la pornographie. Bon, mais ça, c'est pour la classe politique, c'est hors sujet. C'est hors sujet, parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils y touchent tous. Mais je pense. Laurent Wauquiez, qui est catholique, avec un immense sourire, qui dit sur une télévision grand public, l'animateur de l'émission lui dit mais vous regardez des films pornographiques, et avec un immense sourire angélique, bah évidemment, comme tout le monde. Oui, et j'ai fait immédiatement un éditorial en disant mon petit Wauquiez, tu n'es pas chargé de m'obliger à regarder des films pornographiques. C'est scandaleux, enfin. Que le Wauquiez soit pervers et regarde ces films pornographiques, c'est son problème. À chacun sa perversité, mais qu'il ne dise pas comme tout le monde. Et Clotilde... Mais c'est ça, la saloperie de leur comportement, et c'est ce qu'a fait Kinsey. C'est les pratiques sexuelles sont dépravées et tout le monde fait ça. C'est ça l'idée du rapport Kinsey. Absolument. Nous avons consacré une précédente émission auquel je renvoie les téléspectateurs avec Judith Reisman et Marion Sigaud, parce que ce livre, cette biographie critique, éminemment critique de Kinsey, qui était un menteur, un scientifique qui a contourné les résultats, qui a fait des fausses statistiques et qui en a tiré évidemment de fausses conclusions et qui a transformé un pays comme les États-Unis, et puis après le monde entier, c'est toujours sur des mensonges. Il faut toujours que tout le monde fasse comme eux. Absolument. Alors que ce n'est pas vrai. On oblige. J'ai eu un témoignage accablant, et il m'a vraiment touché au cœur. Une jeune femme qui me dit, quand j'étais en terminale, à Paris, dans un grand collège catholique, j'étais la risée de toute la classe. T'as vu, t'as même pas couché avec nous, etc. Bon, une pression extraordinaire pour qu'elle couche. Ouais. Et elle en a eu tellement marre au bout de 6 mois qu'elle a couché. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on l'a laissée tranquille. Et elle dit ah oui, ça y est, vous avez vu, j'ai couché. Il y a une pression, pour la déviance qui fait qu'il faut être d'une solidité extraordinaire pour lutter contre ça. Pourquoi est-ce qu'ils critiquent le Versailles et les Versaillais et les camps scouts d'Europe et les jeunes filles de Versailles et les familles nombreuses? Pourquoi? Parce que c'est là la forteresse. Exactement. Parce qu'on leur dit merde, parce qu'on leur dit c'est comme ça que nous avons l'intention de vivre et vous ne nous ferez pas changer d'avis.
vie. En vous parlant, j'ai compris le pourquoi des attaques sur les Versaillais. Et c'est pour ça, alors, chers amis de TV Liberté, que ce bouquin est extrêmement important. Vous l'achetez, vous le donnez à tous vos enfants, à tous vos neveux, à tous vos petits-enfants, et ils comprendront dans quel monde ils sont, s'ils ne l'ont pas déjà compris, parce que la plupart de vos enfants sont extrêmement intelligents, mais ça leur donnera des arguments. Voilà. Alors, vous venez d'employer un mot extraordinaire, Anne Brassier, je vous en remercie. C'est lequel? C'est le mot forteresse. Oui. Je suis, alors désolé pour le pape François, mais je suis exactement à l'inverse de ce qu'il dit. Je pense qu'avant d'aller aux périphéries, il faut reconstruire sa forteresse personnelle et familiale. C'est ça la priorité. Quand la forteresse sera reconstruite et solide, à ce moment-là, nous pourrons sortir de notre forteresse et aller aux périphéries. Alors que là, nous sommes dans des maisons branlantes et on va aller aux périphéries. Mais on va succomber si on va dans les périphéries de cette façon-là. Il faut reconstruire sa forteresse personnelle. La meilleure des périphéries, c'est d'aller reconstruire sa propre forteresse. Son fort intérieur. Son fort intérieur. Voilà. François Billot de Lochner, on vous écouterait pendant des heures. Vous donnez d'ailleurs une conférence à Versailles la semaine prochaine, la semaine où passe cette émission, c'est-à-dire le 26 janvier à 20h30 au Théâtre Montansier. C'est gratuit, allez-y en foule, j'y serai. Il y aura un débat, c'est une conférence débat. Il y aura un débat. Ces parfums du château vous laisseront vraiment une impression de bonheur. C'est comme un conte, c'est un conte. On est encore dans la période de Noël. C'est comme un conte de Noël. Il y a un ange qui apparaît. Cet ange, c'est un ange gardien. Il s'appelle Clotilde. Et elle répand le bonheur autour d'elle. Et j'avoue que vous nous avez fait du bien avec ce livre. Et merci beaucoup, François Billot. Merci beaucoup, Anne Brassier. Merci infiniment. C'est aux éditions Terramar. Chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons un artiste. Bonjour Guillaume Lebaube. Bonjour Anne. Nous avons déjà reçu pour une première prise de connaissance et vous nous aviez présenté quelques tableaux. Et là, nous vous avons demandé de venir pour vous présenter ce qui est tout à fait d'actualité, c'est vos cartes de vœux qui sont très jolies, parce qu'en fait, la carte de vœux est en train de disparaître au profit d'un vulgaire SMS qui n'a absolument pas le même effet, la même valeur, le même poids. Absolument. C'est vrai que tout ce qui est numérique et par essence est immatériel et c'est jeté, immédiatement une fois lu. Oui, et puis c'est quand même fugace. Oui. Et puis c'est quand même très très bas de gamme. J'ai tout Souvent, reçu. Oui. J'ai reçu des lapins, des petits chiens qui ouvrent et ferment les paupières. J'ai reçu un sapin scintillant. Bon, ce n'est évidemment pas du travail d'artiste. D'ailleurs, même quand on les commande sur Internet, en général, le papier est assez fin. Enfin, c'est pas. Effectivement, les images aussi sont en général faites pour plaire au plus grand nombre, donc elles sont assez banales. Voilà, vous avez dit la chose, le plus grand nombre, ce qui est toujours fatal pour ce qui est de la création artistique. Alors, vous avez créé des cartes de vœux magnifiques et des cartes de vœux façon triptyque. Alors, celle que vous avez en main, oui. Celle que j'ai en main. C'est la seule. Ou triptyque ou diptyque. Ou diptyque, oui. Ce qui est tout à fait... bon, on va les voir à l'antenne, mais ce paysage dans toute sa... grand angle, si je puis dire. C'est ça, presque en panoramique. En panoramique, on parlait photographie. Oui, enfin, un panoramique, finalement, c'est un angle de vue qui dépasse le champ de vision humain. Donc, on doit avoir, normalement, à tourner la tête
un rapport hauteur-largeur. C'est-à-dire que si on s'approche finalement de cette carte afin de voir le maximum de l'objet, donc le maximum de la hauteur, on sera obligé de tourner la tête pour voir la largeur. Ah, mais j'ai appris quelque chose. Oui. J'ai appris quelque chose. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'une carte comme ça, on ne peut pas s'en séparer. On la garde, on la met sur le piano, sur la cheminée, sur le buffet. Enfin. En général, oui, c'est le cas. C'est souvent, moi, quand je reçois une belle carte, je la garde. On la garde, oui. Moi, j'ai un peu tendance à garder beaucoup de choses. Ah oui, vous aussi. Oui, vous aussi. Oui, surtout quand ça me plaît. J'ai une maladie répandue chez certaines personnes. Alors, et puis il y a ce triptyque que vous voyez derrière moi, chers amis de TV Liberté, et qui est la façade de Notre-Dame de Paris. Oui. Là, c'est ce que on voit derrière vous, c'est le jugement dernier, donc le portail principal de Notre-Dame, dont les 2 autres portails sont consacrés à la Vierge. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Alors, pour aller voir ces cartes de vœux, il faut tout simplement aller sur le site. Alors, le temps me manque pour être au point et visible sur Internet pour les cartes. Ceci dit, alors je les vends dans des magasins. Oui, alors quels sont les magasins? Alors à Paris, il y a la Procure notamment, qui en a quelques-uns, oui. Quelques modèles. Alors évidemment, tous les modèles, j'ai quand même beaucoup de modèles différents, ne sont pas dans chaque magasin. Mais vous avez quand même un site Internet? Alors j'ai un site Internet sur lequel on peut me contacter. À ce moment-là, je peux envoyer un catalogue. Voilà. J'ai aussi, nous en parlerons tout à l'heure, une gazette que j'envoie de façon. Mais c'est quand même dommage. Il devrait y avoir une association qui s'occupe de gérer tous ces problèmes matériels qui sont compliqués et qui prennent du temps et qui... Il faudrait que des jeunes gens vous téléphonent en vous disant « Monsieur, je me charge de créer votre site de vente ». Oui, c'est un appel aux auditeurs, aux téléspectateurs. Ça, je suis tout à fait preneur de ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'un site Internet, je trouve que c'est une... Alors maintenant, parce que c'est un lien fantastique. Oui, c'est un lien fantastique. Alors j'ai un site Internet, lebeau.com. Lebeau.com. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, on peut me contacter. Mais il est détenu par quelqu'un qui ne m'a pas donné toutes les clés pour le faire lui-même. Et il faut, à chaque fois que je passe par lui, c'est assez compliqué. Donc, j'ai pas encore eu le temps Donc, il faut en créer un autre. Voilà, il faut que j'en crée un autre. Mais vous savez, vous êtes pris en otage parce qu'il a mon nom de domaine, etc. Enfin, il a toutes les clés pour mon nom de domaine. Donc, il faut que je récupère ça. Sinon, je perds le nom de domaine, l'email qui va avec. Enfin, ce serait vraiment une catastrophe. Oui, qui est associé au site. Je vois. C'est la raison pour laquelle j'ai pas. Mais bon, j'ai une page Facebook aussi où je mets mon actualité. Je suis quand même assez présent sur Internet, on peut me trouver facilement. Bon. Et voilà. Et alors, vous avez créé quelque chose que j'aime beaucoup, qui est un blog, oui. Et ça s'appelle Blog à part, P''ART, qui est en 2 parties. Il y a l'actualité, le Bob, c'est-à-dire les toiles, des photos des dernières toiles que vous avez créées. C'est ça. Donc, et puis une première partie qui est de grand intérêt, qui sont des études historiques de l'art. Et comment vous est venue cette idée de partager ce goût pour l'art alors, bon, j'ai toujours un petit peu écrit et aimé ça. Ah, vous avez toujours écrit, oui. Et même dans le plus jeune âge, finalement, j'hésitais un petit peu à une certaine époque, entre l'écriture et la peinture. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de faire une gazette comme ça et je butais toujours aussi sur l'outil informatique. Ouais. Et puis, le dernier logiciel qui met... finalement, j'ai vu qu'il y avait un logiciel de mise en page que j'ai été avec le dernier ordinateur que j'avais acquis qui me permettait de le faire. Et en me
triturant les méninges et en me donnant un peu de mal, je suis arrivé à m'en servir à peu près, bien que je ne maîtrise pas encore tous les... Parce que c'est assez agaçant, parfois, vous voyez des documents qui foutent le camp, on ne sait pas trop où ça part. Non, moi, je crois que je suis assez partisane de déléguer. Je pense qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Ça difficile. Le Mac nous a vendu l'idée qu'on pouvait tout faire soi-même, parce que c'est une idée américaine, il faut qu'on soit capable de tout. C'est une idiotie. Il y a des gens qui font ça extrêmement rapidement, pour lequel le clavier, l'écran n'a aucun, et toutes ces nouvelles méthodes n'ont aucun secret, mais pour d'autres, ça demande énormément de temps. Donc il faut déléguer, Oui, alors bon, c'est un peu difficile pour ça parce que on l'écrit là-dessus finalement, c'est aussi un traitement de texte. Je trouve que la mise en page ça permet une mise en page qui peut être assez belle. Qui est très belle, qui est très très belle. Alors, vos études sont très, très passionnantes. Vous avez commencé par une étude de l'iconoclasme. Ah oui. Ce qui est un sujet sur lequel je m'étais penchée. Et c'est très passionnant tout ce que vous dites sur l'iconoclasme. Oui, alors j'en parle en aparté dans un article que j'ai fait qui explique comment un artiste fait pour vivre aujourd'hui, en fait, hein, c'est ça. Donc je fais un récapitulatif historique. Parce que ça dépasse l'étude historique, c'est aussi la condition de l'artiste aujourd'hui. Voilà, c'est un article qui est assez long et qui explique... quand je parle d'artiste, je parle d'un peintre plus que d'un musicien, parce que je parle de ce dont je connais à peu près. Enfin, il y a certainement enfin, je veux dire, on peut certainement faire beaucoup mieux que moi, parce que c'est assez laborieux quand même. Hein. Il faut une sacrée ténacité pour être peintre ou musicien aussi aujourd'hui. Vous montrez, il y a tout un article sur les cotisations sociales avant même d'avoir vendu un tableau, il faut que vous cotisiez. En fait, c'est comme si vous étiez... Et que si vous ne gagnez pas assez d'argent, tout l'argent donné à la caisse de sécu ne vous revient pas. Vous n'êtes même pas assuré. Ah non. Oui, c'est l'escroquerie en fait. Mais il paraît que c'est un régime très avantageux. C'est un peu l'équivalent du RSI pour les artisans, c'est-à-dire qu'on le prétend, c'est prétendument avantageux, mais enfin je ne sais pas, je n'ai pas les moyens de comparer. Vous n'avez pas vu l'avantage, vous n'avez pas senti vraiment les avantages. Moi, dès le départ, c'est un organisme. Finalement, si vous ne payez pas dans les délais, on vous envoie un huissier. Hein. C'est pas une œuvre caritative. Non, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'en plus de ça, si vous n'atteignez pas une certaine somme, vos frais ne sont pas couverts. Donc, je ne vois pas à quoi sert cet argent. Enfin, vous donnez de l'argent. À faire vivre déjà ceux qui dirigent cet organisme. Oui, mais enfin, à faire vivre ceux qui vivent très bien déjà de leur art. Donc, c'est quand même très contradictoire. Oui, en fait, c'est possible. Enfin, je ne sais pas, ça, en l'occurrence là-dessus. Mais bon, ça fait partie de toutes ces taxes qu'il y a en France et qui empêchent, ou qui entravent la liberté des êtres humains. Mais néanmoins, il y a en échange quand même un service qui peut être rendu, un service de sécurité sociale, théoriquement. Oui. C'est pas un impôt pur et dur. Alors, dans l'un des premiers articles, vous nous montrez cette bataille, j'ai envie de dire, ou cette réaction des cisterciens à l'égard des clunisiens. Oui, alors c'est dans le même article. Et ça, c'est fascinant. Oui. C'est dans le même article. Alors, d'abord, je tiens à préciser que finalement, c'est une gazette que l'on peut obtenir, qui est un petit peu, confidentielle. C'est-à-dire qu'il faut m'écrire. Donc, je donnerai mon mail. Donnez-le tout de suite. Alors, c'est guillaume@lebeau.com. Vous voyez qu'il est attaché, comme je disais tout à l'heure, au site. Et guillaume@lebeau.com. Et donc, si on veut l'obtenir, et puis je peux vous faire parvenir les numéros anciens. Mais on peut s'abonner. On s'abonne, et c'est totalement gratuit. Oui. Donc oui, cette querelle théologique, si on peut dire, entre les cisterciens et les clunisiens, finalement, je la relate aussi, parce que c'est pour... Je relate finalement le parcours d'un artiste de la préhistoire jusqu'à nos jours, et je parle donc. C'est une alternance en fait, souvent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la teneur de l'article est de dire qu'à partir du moment où
l'artiste ne devient plus lié au sacré, finalement il perd une de ses dimensions, il est lié au sacré finalement depuis la préhistoire, et arrive un moment au tournant de la Renaissance, surtout au moment de la réforme clunisienne, mais c'est vrai qu'aussi il y a toujours une tendance un peu iconoclaste dans la chrétienté, enfin il y a toujours une tendance iconoclaste. On a l'impression que la vie de la peinture sacrée est faite d'alternance, une grande richesse picturale et qui entraîne une réaction et qu'on revient à une nudité totale. Souvent, c'est vrai qu'il y a la réaction la plus parfaite ayant été malheureusement la réaction protestante, dont les temples sont absolument nus. Oui, et d'une grande tristesse. Oui, le calvinisme notamment, et encore les églises luthériennes sont peut-être plus décorées, enfin, mais le calvinisme a ravagé effectivement les églises. Oui, tout à fait. Mais bon, là, je parlais sans parler des réformes de Vatican II, où l'on a carrément vidé les églises, parfois cassé à coups de marteau des statues, confessionnaux, des hôtels, dépouiller les églises, des chemins de croix, des statues dont on disait qu'elles étaient sulpiciennes. Oui. C'est ça, sulpiciennes. Souvent, elles sont en plat, d'ailleurs. Avec l'aide des responsables de l'art sacré dans chaque évêché. Ah oui. Non, mais c'est vrai que cette période du début des années 70, c'est une période mortelle. Des années 60, une période épouvantable là-dessus. Il y a eu de grandes destructions, d'œuvres qui sont parties vendues ou alors cassées. Oui, c'est arrivé très souvent. Donc ça s'inscrit aussi dans cette tendance iconoclaste, ce que j'explique dans cet article, qui est lié à finalement la partie qui provient de l'Ancien Testament, où il y a l'interdiction aussi de représenter la divinité, en fin de compte. Et c'est le christianisme, comme c'est dans le judaïsme. Comme c'est dans le judaïsme, et héritage de la tradition grecque, d'un côté, et indo-européenne, qui est un monde de l'image, et de cette tradition juive qui, considérant qu'on ne peut pas représenter, qu'on retrouve dans l'islam aussi, la divinité. Et donc l'art cistercien, malgré toute sa beauté et sa pureté, effectivement, quand on va dans des abbayes comme Sénanque ou Sylvacane, etc., ou Tournai, on se rend compte, c'est très pur, très beau, mais ce n'est pas, il n'y a pas d'image. Mais vous parlez de ce site magnifique que j'ai vu, Berzé-la-Ville, qui est près de Cluny. Oui. Avec cette petite chapelle extraordinaire, Cluny, avec des fresques sur tout l'espace qui est absolument magnifique. Alors, donc ces articles de fond, et puis vous nous invitez aussi, vous commentez des expositions en cours. Vous avez commenté Hubert Robert, mais alors vous allez à Bologne, ce qui est évidemment pas toujours pratique pour chacun d'entre nous, mais c'est très agréable parce que nous allons à Bologne grâce à votre œil, et vous nous avez fait découvrir Guido Reni et Carache, dont je ne connaissais pas bien les peintures. Une exposition dont on n'a pas parlé en France, effectivement. Non, absolument. Et puis alors, vous êtes évidemment exactement dans l'esprit de cette émission, c'est-à-dire que vous vous étonnez de la construction de certaines églises aujourd'hui. Il y a notamment cette église qui ressemble à une casemate du mur de l'Atlantique, Sainte-Bernadette du Boulet. Oui. Alors là, vous êtes... Ça, c'est assez extraordinaire. Vous mettez une casemate vraiment du mur de l'Atlantique. C'est l'église. Je n'ai pas mis de casemate. Mais il y en a. C'est la même. Ah, c'est la même. Ah oui, ça ressemble vraiment. Ça ressemble vraiment. Oui, il y a même les angles qui sont arrondis. Bunker, vous savez, ça ressemble. Tout à fait. Les bunkers ont justement les angles arrondis pour que l'obus, dans l'espérance que l'obus soit dévié, glisse. Et même ça, c'est copié sur ces casemates. Alors là, vous étonnez. Quant aux lucarnes, ce sont des meurtrières, des ouvertures de mitrailleuses. C'est ça. C'est exactement là. Pas de place pour aucun vitrail. C'est un architecte, effectivement, qui est à l'heure actuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Bien sûr.
Bien sûr. Vous nous montrez aussi les chefs-d'œuvre en péril, notamment une petite chapelle dont vous étiez proche et qui malheureusement tombe en ruine. Alors, vous nous annoncez une bonne nouvelle, c'est que elle va être restaurée. C'est une fausse bonne nouvelle parce que pour y être repassé il y a peu de temps. Oui, il n'y a rien. Non, pour l'instant non, à moins que ça ait changé depuis mon dernier passage, mais le panneau indiquant. Quel est le lieu? Alors, c'est à Verberie. Voilà. Verberie, c'est au-dessus de Senlis, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres au nord de Senlis. C'est une ancienne ville qui était très florissante, parce que il y a eu un palais de Charlemagne, d'ailleurs, à Verberie. Oui. Et il y a de très très beaux bâtiments, qui sont des bâtiments d'époque médiévale, remarquablement bien construits, avec des pierres taillées de façon magnifique. Ces bâtiments étant souvent englobés dans des fermes, dans d'anciennes cours de fermes, parce que les fermes de nos terroirs sont bien souvent ruinées, et dont cette église qui faisait partie d'un corps de ferme, et qui actuellement est en ruine. Mais alors le panneau que j'indiquais, c'est vraiment un panneau que la mairie a installé là, enfin une photocopie sous un plastique, vous savez, une feuille comme ça, là, de A4. Et en fait, on se rend compte que la crainte de la mairie, c'est que le bâtiment s'effondre sur les passants, en fin de compte. C'est la seule, oui, c'est sa seule crainte. Alors donc, elle somme le propriétaire de faire quelque chose, des travaux, auquel cas il serait fait à ses frais, sans qu'on lui demande son avis. Mais bon, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais le bâtiment tient encore le coup, mais n'a pas forcément les arbres prospèrent dans les lits des pierres. Le propriétaire n'a pas forcément les fonds nécessaires pour faire ce grand travail. Et puis, vous nous faites découvrir des peintres complètement inconnus au bataillon. Et j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Marius Vasselon. Oui. C'est dans une rubrique sur l'art et le tourisme. Et vous dites que le tourisme a facilité un nouveau marché, l'ouverture d'un nouveau marché pour ces peintres. C'est ça, oui, depuis l'origine du tourisme, en fin de compte. Vous savez, le mot, c'est l'origine du mot tourisme, c'est un mot anglais qui vient du Grand Tour. Oui, le Grand Tour que l'on faisait en Italie. Les jeunes hommes qui avaient fini leurs humanités, en fin de compte, faisaient un tour en général d'Italie. Les jeunes Anglais, mais même aussi des jeunes Européens. Des jeunes Européens, oui. Et ça fait partie des humanités, en fin de compte. C'est pour clore cette instruction. Quand on voit ce que c'est devenu, ça n'a plus rien à voir avec plus d'humanité, en fait. Avec les humanités. Le mot a pratiquement disparu. On dit les humanités ont disparu. Mais il reviendra, j'espère. Bien sûr. Oui. Les humanités ne meurent pas. Ou alors il n'y a plus d'hommes. Ni de femmes. Non. Et donc, alors Marius Vasselon, dès l'origine, effectivement, voilà, les peintres comme Canaletto, ces grands peintres vénitiens, ils faisaient des Védutas, voilà, pour ces jeunes aristocrates. Et plus près de nous, Eugène Boudin, qui peint les plages de Trouville. Boudin, finalement, qui sort d'une certaine d'une grande pauvreté. Et finalement, il avait beaucoup de mal à gagner sa vie. Et c'est en faisant des petites scènes de plage de la bourgeoisie d'époque de Napoléon III qui venait... avec ces femmes avec ces robes absolument magnifiques. Voilà, tout à fait. Les voiles qui s'emportent au vent. Ça nous permet de réaliser des ventes également aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un lien très souvent entre tourisme et alors ce peintre, Marius Vasselon, s'installe à La Baule, donc je raconte effectivement des... Alors ça c'est totalement inédit, c'est-à-dire que toutes les images qui sont là, il n'y a pas qui ait pu les photographier, et puis quelques intimes, et c'est la première fois qu'elles sont éditées. Et comment est-ce que vous avez établi ce contact avec la famille? Avec la famille, bon, c'est une famille qui m'est très proche. C'est très proche, oui. Et ces œuvres montrent en fait la baie de la Baule avant les constructions. C'est ça. Donc il y a toutes les dunes avec les... Et vous montrez d'ailleurs la photo de la barre d'immeuble qui remplace la jolie maison. Oui, alors on voit, il y a une image saisissante qui est... l'endroit de ces villas du bord de mer en granit, assez sympathique. Et, comme il y en a au Pouliguen, parce qu'au Pouliguen, la côte est restée très belle, pas du tout abîmée. Château, oui. Tout à fait. Pas du tout abîmée.
Et puis, vous nous présentez vos œuvres, les dernières œuvres, puisque vous êtes allé à Venise. Il y a 2 jolis tableaux de Venise. Oui, ça c'est un. Je parle de votre œuvre. Un petit voyage. Je me raccrochais à Canaletto. Non. Oui, bon, j'ai fait un tour effectivement à Venise et donc avec mon matériel de plein air, de peinture de plein air. Vous nous offrez 2 très beaux tableaux et puis. Il en est sorti 2 tableaux, enfin une aquarelle et un tableau. Et puis votre œuvre, le dessus de porte du Centre Saint-Paul. J'ai envie de dire le tympan. Le tympan, c'est ça, c'est le tympan du Centre Saint-Paul de la baie de Tanoirne. Absolument. Et donc les Parisiens, vous pouvez aller voir l'œuvre de Guillaume Le Bobe. C'est 2 rue Saint-Joseph. C'est ça, au 9 je crois, je ne sais plus. Non, 2 rue Saint-Joseph. Dans le... Oui, je connais bien le 3e. Oui. C'est ça, près de la Bourse, derrière la Bourse. Et donc c'est tout à fait... Et puis encore une fois... et puis, on n'a pas encore cité, mais un article... Ah oui, vos illustrations du Chaboté, parce que vous illustrez des livres. Oui. Et le Chaboté du comte de Perrault, et c'est très joli. Pour rien vous cacher, en fait, effectivement, il y a eu des moments où j'ai pas le temps forcément d'écrire un article, et là, c'est le cas, j'avais des illustrations qui m'étaient restées sous le coude, puisque l'éditeur avait été déclaré forfait, n'ont fait faillite, et donc je me suis retrouvé avec un certain nombre d'éditions, d'illustrations, de livres de contes que j'ai... Mais alors on lance un appel aux éditeurs. Avec plaisir. Vous avez, chers amis éditeurs, vous avez des illustrations toutes faites, des contes de Perrault. Et alors j'ai bien aimé votre Chaboté parce qu'il n'est pas du tout... on a tous dans la tête le Chaboté de Gustave Doré. Oui, bien sûr. Qui est monumental, avec ses bottes qui lui arrivent jusqu'au nombril. Et le vôtre, il est beaucoup plus près de nous. C'est un vrai chat. Oui, il a les proportions d'un chat. C'est un vrai chat avec le poil hérissé, et donc c'est tout à fait passionnant. Et puis, je reviens en arrière, vous avez écrit un essai sur les façades des églises baroques, qui m'a beaucoup appris. Vous montrez que ces façades ont été inspirées des arcs de triomphe romains. Oui. On le voit à Saint-Gilles-du-Gard, en fait, la première, une église romane, qui doit être à peu près dans 140, si je me souviens bien. Où, alors, l'influence aussi, l'Italie n'est pas loin, nous sommes en Provence. Bien sûr, oui. Mais il y a cette... et puis, il n'y a pas très loin l'Arc de Triomphe de Saint-Rémy de Provence aussi. Oui. Et oui, il y a effectivement cette influence des Arcs de Triomphe romains, c'est entrée triomphale, mais vers la Jérusalem céleste, en fin de compte. Mais qu'on trouve déjà un petit peu dans le gothique, sauf que le gothique a vraiment son style qui lui est propre. Et au moment en fait, l'esprit de l'Antiquité demeure au Moyen-Âge. Et c'est vrai que à l'époque romane, juste avant le gothique, il y a une influence, c'est pas pour rien qu'on a donné des historiens d'art ont donné ce terme de roman. Bien sûr. C'est qu'on on retrouve un petit peu l'esprit Rome, mais on n'a jamais cessé de... on ne l'a jamais oublié, enfin, on n'a jamais oublié l'Antiquité, même pendant la période mérovingienne, la période précédente. On construisait plus tellement. Mais Rome, l'unique objet de nos pensées. On réutilisait des éléments antiques, bien souvent. Alors vous voyez, chers amis de TV Liberté, combien la pensée de Guillaume Le Bobe est riche. Donc je vous conseille de lui écrire pour recevoir son blog à part. Voilà, donc je rappelle, guillaume@lebobe.com. C'est ça. C'est bien ça. Et de toutes les façons, d'aller sur son site, Guillaume Le Bobe, et vous verrez toutes ces merveilles. Et d'aller à la Procure. Alors, il y a la Procure, il y a des librairies, il y a une librairie qui s'appelle Au Jardin du Luxembourg. Je dois dire, la papeterie latine, j'ai plusieurs points de vente dans Paris, comme ça. C'est vrai que j'ai commencé à rayonner autour du Luxembourg, parce que j'ai pas mal de cartes du parc du Luxembourg. Et j'ai un certain nombre de boutiques qui sont... Mais je pourrais vous donner la liste. C'est très bien. Vous donnerez la liste à ceux qui vous écriront. Avec mon mail, c'est possible. Merci beaucoup Guillaume Le Bobe, et continuez à participer à cette émission, puisque encore une fois, nous avons la même préoccupation de soutenir les chefs-d'œuvre en péril.
Oui. Si il y en aura d'autres d'ailleurs, j'ai d'autres idées. Si vous avez d'autres idées, venez participer à l'émission et nous aider à mettre en valeur tous ces chefs-d'œuvre qui ont besoin d'aide. Et nous serons très heureux de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Merci Guillaume Lebaume, ami de TV Liberté. À très vite pour une autre séquence de Perles de Culture.